Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle d'accent brésilien, d'être un amateur, de se découvrir à travers la photo, de changer de perspective, de l'hiver français, de ne pas respecter les règles, de vivre plusieurs vies, d'apprendre en faisant, de ne pas se mettre la pression, de traiter un sujet sur la durée, de photos qui vivent leur vie, mais surtout, on râle sur les gens qui sont tout le temps penchés sur leur smartphone. Vous êtes tout est dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Fabio Fagù Costa. C'est une question que je t'ai pas posée, Fabio, pendant la préparation de l'épisode. Pourquoi Fagù ? Fagù, c'était un nom d'un enfant que j'étais bénévole dans une maison qui avait des enfants malades de sida. Il y avait une petite qui s'est parlé mon prénom et a parlé Fagù au lieu de Fabio. Et tout le monde a trouvé mignon et tout le monde a commencé à t'appeler Fagù. M'appeler comme Fagù et voilà, ça a resté. D'accord, je m'attendais à un truc plus mignon du genre, c'est comme ça qu'on m'appelait quand on était petit. Non. C'est une manière un peu dure de commencer l'épisode, mais effectivement, il y a un sens profond finalement à ce nom d'artiste. Ouais, elle était super mignonne et tout le monde a commencé Fabio Fagù et voilà, et ça est resté. Et c'est resté. Du coup, le nom d'artiste a un vrai sens, c'est vraiment beau et un bel hommage finalement. Ouais, elle était super mignonne. Tu connais le principe, on va commencer par l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a une main qui passe, Steve Jobs qui rentre à côté de toi, tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que tu lui racontes ? En fait, je suis quelqu'un qui est amoureux de l'art, qui a un schéma un peu pas trop linéaire. J'ai fait plusieurs choses dans la vie et que pour l'instant, je suis directeur artistique, freelance. Et j'ai fait de la photo, ma thérapie. C'est quelque chose que je peux pas vivre sans la photo. Donc, à grosso modo, si je peux résumer, c'est quelqu'un qui aime faire des images. Tu aimes bien la création de l'image en tant que telle. Ton domaine de prédilection, c'est la street photographie. J'ai noté un truc assez amusant, j'ai noté quelque chose dans ta bio en tout cas. Tu te définis comme amateur, ce qui est pour moi est assez surprenant parce que tu as un vrai niveau pro de photographe, mais ça reste quand tu dis amateur, c'est dans le sens où tu ne gagnes pas ta vie de la photo, mais on est d'accord que tu es quand même un vrai photographe, tu te considères comme un vrai photographe. Amateur, c'est juste une manière d'expliquer que c'est pas avec ça que tu gagnes ta vie. En fait, il y a un photographe que on va parler après, mais que j'aime bien, c'était André Kertész. Et lui, c'est considéré toujours amateur. Et même si Cartier-Bresson, tout le monde lui admirait énormément, il s'est considéré amateur. Mais je pense qu'amateur, c'est au sens aussi de qui aime. J'aime faire ça. Et même si c'était interdit, même si j'avais 0 héros avec ça, je continuais à faire. C'est vraiment l'amour pour ça. Et je gagne pas ma vie avec la photo. Donc, en fait, ça reste amateur. Même quand il y a quelqu'un qui me pose la question techniquement, j'ai l'impression que j'ai du mal à expliquer parce que j'ai appris un peu par cœur, souvent, les choses. Et donc, parfois, c'est comme si vous maîtrisez les Photoshop et vous connaissez beaucoup de raccourcis. Ouais. Comme c'est mon cas, que je connais beaucoup les raccourcis. Et parfois, quelqu'un me demande comment j'ai fait. Et j'ai du mal à expliquer. J'ai besoin de faire de manière automatique pour dire, non, j'ai touché ça, plus ça, plus ça. Donc, ça fait naturel. Mais voilà, je me considère amateur. J'ai l'impression que j'ai des tonnes de choses à apprendre. D'accord. Donc en fait, c'est la mémoire. T'as la mémoire musculaire et tu saurais pas forcément expliquer comment tu fais ce que tu fais. Ouais, en fait, c'est que au fur et à mesure, je pense qu'on s'intègre. L'appareil fait partie c'est presque une extension de corps. Et donc, j'ai ça, je vois même pas, je mets déjà à F8, F11, F16, c'est naturel. C'est instinctif. Ouais, c'est naturel.
même en autofocus, pareil, si je vais faire le focus manuel, je sais, ok, je vais shooter les gens à 2 mètres. Donc, je mets déjà, tu commences à maîtriser les distances aussi. Donc l'appareil devient une extension de toi, en fait, quelque oui, part. je disais, je fais de la photo tous les jours. Et j'ai déjà oublié les portefeuilles plusieurs fois à la maison, mais l'appareil jamais. Jamais. C'est amusant. Comme quoi, on voit ce qui est important. Ouais. Alors, justement, tu viens de le dire et c'est mentionné pareil dans ta bio. Tu shootes tous les jours depuis ton anniversaire, le 23 février 2005. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a été déclencheur de ça? En fait, c'est que j'ai travaillé une stratégie avant et j'étais pas trop content. Et parce que je travaille à São Paulo, au Brésil, c'est pour ça mon accent, je suis brésilien. Et tu verras, je fais des fautes en français aussi. C'est pas grave. L'accent brésilien, moi j'adore l'accent brésilien. J'ai eu, quand j'étais plus jeune, une bande de potes brésiliens. Donc moi, ça me renvoie à cette époque-là. Et c'est ceux qui n'ont jamais eu d'amis brésiliens, les Brésiliens. C'est ceux qui vous emmènent avec une guitare sur un pont, avec un petit pique-nique. Et vous passez une soirée de fou avec rien. Et ça, donc moi l'accent brésilien, j'adore ça parce que j'ai des souvenirs de cette bande-là assez extraordinaires. Donc je t'en prie, n'essaie même pas de le masquer, ça me va très bien. Ouais, non, c'est cool. Et en fait, donc j'habitais à São Paulo et où j'ai travaillé, c'était à 26 km, 6 km de chez moi. Et donc, je prenais beaucoup d'embouteillages. C'était insupportable. Donc, c'est là que je me suis dit, mais putain, tous les jours sont pareils. J'ai l'impression que je prends toujours la même voie en voiture parce qu'il y a une voie qui roule plus que l'autre. Et donc, au fur et à mesure, j'ai dit, mais tous les jours sont un peu pareils, quoi. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, un jour, j'ai voyagé et j'ai dit à mon pote, j'ai dit, mais j'ai une idée de faire une photo par jour. Et à l'époque, je connaissais pas ces projets 365, hein. Ça fait 16 ans, quoi. On parle de 2005, déjà. Donc ça existait peut-être pas en tant que tel. Ouais, c'est-à-dire les gens devaient les faire, mais les partageaient peut-être pas. Il n'y avait même pas Instagram en 2005. Ouais, donc, je connaissais pas ça, d'ailleurs, et on était dans une plage, je disais, j'ai ça comme idée. Donc, j'avais fixé les 1er janvier, mais j'ai tombé malade, j'étais hospitalisé, donc j'étais très mal, d'ailleurs. Et donc, j'ai dit, mais putain, je n'ai pas commencé ces projets, donc j'ai laissé pour mon anniversaire, c'était le 23 février, et donc, pour moi, c'était une sorte de renaissance, on va dire, parce que les premiers jours, j'ai remarqué déjà la fenêtre du voisin que j'ai jamais réparé trop, parce qu'on commence à chercher, les sujets. Et donc, au fur et à mesure, je commençais à changer par exemple, si tu prends une rue et la rue d'à côté va la même direction, j'ai changé des rues aussi. Et donc, en fait, j'ai appris tellement de choses en si peu de temps. Et j'ai pensé juste faire un an, que j'avais l'impression que j'avais vécu plusieurs années dans la première année. Tu vois, parce que, par exemple, ma mère a fait un gâteau anniversaire au 25, et donc je l'ai pris en photo, et j'ai valorisé énormément ces moments qu'avant je ne faisais pas. Donc en fait, je dis, mais la photo au premier jour a changé déjà un peu ma vie, quoi, parce que j'ai valorisé les gâteaux qui étaient pas trop bien. On dit, ma mère avait raté un peu, mais ces moments, genre, est-ce que c'est regarder autrement. Et donc en fait, j'ai commencé à regarder des gens qui vendaient des choses dans la rue. J'ai commencé à regarder les expressions, les regards, les structures. Et au tout début, je shootais tout et n'importe quoi, hein. Ma mère avait pas mal des fleurs, des plantes. Et donc, je commençais à faire des zooms. Et je dis, mais la structure de ça, c'est magnifique. Texture, tout. J'ai exploré tout. Donc, en fait, pour moi, c'était une sorte de boîte de Pandora, quoi. Genre, il y a tout un univers qui s'ouvre. Et ça m'a motivé de moments pas bons et des moments bons, parce que quand il y a toujours cette histoire il faut que je fasse une photo. Donc, même s'il y a un jour que tu es pas bien, bah, tu essayes de faire des photos. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. Et en fait, c'est ça, quand je parle que la photo, c'est une sorte de thérapie, c'est que, bah, je shoot les sentiments, je shoot mes sentiments, je shoot les sentiments des autres, je shoot mes désirs, je shoot tout, quoi. C'est amusant ce que tu disais sur le fait de prendre l'autre rue. Je crois qu'il y a un moment, moi, le jour où j'ai compris que j'étais vraiment devenu photographe,
c'est quand j'ai réalisé, en fait, qu'en changeant de trottoir, tout changeait. Oui. Ce que la plupart des gens ne voient pas, parce que tu prends la même rue, tu es sur le trottoir de droite ou le trottoir de gauche, finalement, c'est pareil. Et le jour où tu comprends qu'en fait, le simple fait de changer de trottoir change de perspective, je crois que tu as intégré quelque chose de très important dans la photographie, en fait. Et je pense que, et pour moi, la photo, c'est ça. J'utilise la photo pour travailler beaucoup de choses chez moi, à d'autres niveaux, quoi. Même la philosophie, la psychologie, tout ça. C'est comme le cinéma. Si tu changes la perspective, c'est plus dynamique. Et parfois, quand tu es coincé dans un problème, pareil, essaye de regarder autrement, essaye d'attaquer de l'autre façon. Et donc, en fait, pour moi, je pense que c'est très important. Et surtout la rue, par exemple, à São Paulo, les saisons sont pas trop marquées comme ici. Mais ici, par exemple, au tout début, j'étais un peu déprimé, hein. L'hiver était long. C'était un peu comme Game of Thrones, tu vois. Et en fait, comme on n'avait pas la lumière, ni les soleils, ni les couleurs, mais au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai commencé à faire une photo plutôt vers l'intérieur de moi, plus introspectif. Et les printemps, il était plus extroverti. Et aussi, la lumière, elle change trop. Et donc, au fur et à mesure, tu commences même à savoir que la rue, je sais pas, opéra à cette époque, machin, à 17h, sans lumière. Et après, ça change. Et donc, au fur et à mesure, même si je combatte un peu les quotidiens avec la photo, ça crée à nouveau d'autres zones de confort ok, la rue évolue maintenant à la fin de la journée, la lumière, elle touche beaucoup les gens. Voilà. Donc, c'est ça. Ce qu'on ne voit pas toujours quand on regarde la street photographie, en fait, c'est vrai, c'est que ça dépend énormément de l'heure à laquelle tu sors. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont se mettre à la street photographie pendant leur pause déjeuner, et finalement, il n'y a pas de pire heure pour aller faire de la street. Ouais, parce que les ombres sont trop marquées et tout, mais c'est toujours possible, hein, et c'est pour ça, je crois aussi que j'ai dit que je suis amateur, c'est que j'ai du mal avec toutes les règles, j'ai du mal avec tous les canons, tous les gens qui parlent, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que ça, c'est plutôt pour les pros. Moi, je sais pas, peut-être j'ai dit une bêtise, mais moi, je préfère vraiment n'avoir pas des contraintes. Et j'ai publié des photos qui sont ratées au regard des autres. Pour moi, elles m'apportent quelque chose, mais ou même ratées pour moi aussi. Mais c'est comme si je n'ai pas les commanditaires. Personne n'a vraiment à faire plaisir au machin. D'accord. Le seul jugement qui compte, c'est le tien finalement. Ouais, j'essaie d'être libre avec ça. D'accord. Parce que pour mon job de directeur artistique, je suis pas tout à fait libre. Ouais. Oui, tu vois tout à fait la différence. Ouais. Si on parle de tes influences, est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférées? Est-ce que tu suis d'autres photographes? En fait, au tout début, mes références étaient sur l'histoire de l'art, parce que j'avais fait un cours au Brésil. Et donc, mes références au tout début, c'était des peintres. Et je connaissais pas les photographes. D'ailleurs, au fur et à mesure, il y a des gens qui disent « Ah, cette photo, ça me fait penser à quelqu'un. » Et quand je vais chercher, je dis « Mais putain, cette personne, elle est hyper connue, réputée. » Je savais même pas et je faisais des choses un peu similaires. Donc, c'est bon et pas bon parce que quand on voit que la personne a fait une photo mieux que la tienne, mais en 1935, par exemple. Avec le dixième de ton matériel. Ouais, mais en fait, par exemple, aujourd'hui, je parle de photographe on va dire, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai admiré énormément, c'est André Kertész, mais pas que pour son côté photographe en soi, ses photographies, mais aussi pour son côté humain et quelqu'un qui cherchait toujours la poésie aussi sur ses images et qui n'avait pas peur de essayer d'autres appareils. Il a fait des Polaroids au moment que personne ne faisait pas trop. Il était déprimé sur son appartement parce que sa femme avait décédé, donc il a shooté sa dépression en photo. Et à part tous les restes, hein, les photos qu'il a fait de sa femme, la photo s'appelle Elisabeth et moi. Donc en fait, il avait sa main sur son épaule. Et après, il a encadré 35 ans, je crois. Après, il a fait une photo. Donc, en fait, il a fait une photo de sa photo.
il n'avait pas peur de se mettre en question. Et donc, je trouve ça, je peux raconter des heures, des choses d'André Kertész. C'est quelqu'un qui j'admire énormément et j'aimerais bien garder cet type d'état d'esprit pour toujours, j'espère. Et après, au niveau colère et plutôt contemporain, il y a les couples Webb, Alex Webb et Rebecca Webb. Alex, tout le monde parle beaucoup de lui sur les domaines de street photo parce qu'il arrive à mettre beaucoup d'éléments ensemble. Très fort. Et Rebecca, je pense qu'elle est plus il y a plus de poésie sur ses images. Donc j'aime bien ça aussi. Après, il y a Gruyère, il y a... je peux parler de pas mal. T'as beaucoup de références. Je regarde beaucoup de choses et je suis toujours en cours au Louvre aussi d'histoire de l'art. Donc en fait, par exemple, quand j'avais fait des photos qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de Webb, mes références étaient Rubens, David. C'était des tableaux qui avaient plusieurs choses en même temps. Et donc, voilà, mais je pense que c'est important. Et même parfois, je mets, par exemple, Miles Davis et je vais essayer de shooter en mode Miles Davis. L'autre jour, j'écoute métal. Toi, tu fais partie de ceux qui mettent de la musique dans les oreilles quand ils sortent shooter. C'est pas tout le monde. Il y en a qui supportent pas ça. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est pour ça. Même ça, je n'ai pas de règles. Il y a des jours que je suis complètement présent et je suis toujours à l'écoute de ce qui passe dans la rue. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal. Genre, quelqu'un dit, non, mais tu es comment? Je dis, mais je pense que je suis en mix de pas mal de choses. Selon l'humeur du jour, en fait. Oui, et je pense que c'est sympa, ça aussi. Alors justement, c'est quoi qui te fait déclencher, c'est quoi qui te fait appuyer sur le bouton du coup? Puisque t'as pas de règles en fait préétablies, ça veut dire que c'est selon le jour, ça va être quelque chose de différent? Ouais, je pense que ça dépend de mon état d'esprit, qui parfois ça peut être aligné avec mon état d'esprit ou parfois c'est juste au contraire. C'est ce que je souhaite, donc je cherche au contraire de mon état d'esprit. Je me laisse, c'est vraiment avec les flows, avec parfois c'est la beauté, parfois c'est les émotions. Donc je me permets vraiment être libre aussi avec ça. Donc dans une journée, parfois c'est plusieurs choses. Donc parfois je cherche juste la lumière et les formes, parfois je cherche les émotions, parfois je cherche les compositions avec plusieurs éléments. Parfois, ça marche pas, donc je cherche un truc minimaliste. Parfois, j'attends 45 minutes, donc je suis en mode pêcheur. Donc, j'attends 45 minutes une scène qui se passe pas. Et l'autre moment, je suis chasseur, je cours derrière mon sujet. Donc, en fait, c'est un peu de tout, en fait. Ouais, c'est un peu de tout. Tu dirais que tu sors flâner et qu'après, il se présente ce qui se présente par rapport à ton état d'esprit, en fait. Oui. Ouais, et je trouve que, pour moi, ça fonctionne. Quand je parle que c'est la thérapie, c'est un peu ça. Il y a un moment qu'on travaille des choses. C'est pas que l'extérieur, c'est moi aussi ici. Donc en fait, je travaille l'extérieur, mais à partir de moi. Donc c'est un vrai talent de pas être prisonnier d'une technique en fait ou d'une méthode en tout cas. Après, je sais pas si je ne suis pas. Hein. Peut-être je suis, je sais même pas. T'es prisonnier d'une méthode multiple, peut-être. Non, mais je veux dire, il y a de la variété. Il y a de la variété quand même dans ce que tu fais. Ce sera une question qu'on va aborder un petit peu plus loin dans l'épisode, justement sur la partie très technique de la photographie. Mais avant, je voudrais qu'on approfondisse quelque chose. Tu dis que tu as fait de la photographie un lifetime project. Alors ça, je l'ai lu en anglais et je savais pas trop comment le traduire en français. Un projet de vie, enfin c'est ce qui va définir ta vie, c'est ce que tu vas laisser derrière toi a priori. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui fait que justement la photographie finalement c'est ta vie, alors que justement tu te définis encore une fois comme amateur et pas comme professionnel, donc c'est paradoxal, non?
Ouais, c'est possible. C'est possible. En fait, je pense que quand j'ai commencé à faire de la photo et ça continuait, et je commençais, mais j'ai publié à personne. Donc, il y avait quelqu'un qui a découvert mes images et qui m'a invité justement à faire partie d'une agence de communication parce qu'il trouvait qu'il y avait quand même une direction artistique sur mes images et tout. Donc, il y avait une réforce positive, de type, OK, peut-être j'ai mon talent, mais au fur et à mesure, j'ai tellement apprécié ça parce que j'apprends énormément avec la photo. En fait, je fais ça parce que j'essaie que j'ai vu plusieurs vies, on va dire, étant photographe. Parce que ça m'efforce c'est pas une obligation, c'est pas l'obligation forcée, mais par exemple, même avec Covid, que je pourrais pas partir, et j'habite dans un appart de 42 mètres carrés, j'ai faisais des doubles expositions. C'est comment regarder mon appartement autrement et comment composer des choses. Donc, en fait, c'est Ça fait partie de ta vie, en fait. C'est ça quand tu dis que oui. c'est un projet de vie, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de toi, en fait. Oui, ouais, c'est identitaire. D'accord. C'est identitaire. Et moi, je ne m'y vois pas vraiment. Par exemple, même un jour que j'étais interné dans un hôpital, j'avais mon appareil photo avec moi. Donc, j'espère que je peux faire ça jusqu'à la fin. Tous les jours. Il fait partie de toi. C'est le même appareil depuis le début, non? Ça a évolué quand même. Non. Malheureusement, il se casse. Et non, maintenant, j'ai 3, mais j'utilise quasiment que la Fuji X-T2. Et j'ai un 5D Mark II qui fait un sacré bruit mais on commence à vieillir. Ouais. On commence à vieillir, on veut des appareils plus petits. Ouais, c'est clair. J'ai la même problématique et j'ai les mêmes choix de matériel que toi. Ouais, c'est ça. C'est léger, c'est assez discret. C'est très confortable. Ouais, très ça confortable. va. Dans ta photo, j'ai remarqué que tu as une utilisation extrêmement forte de la lumière, des ombres, des reflets, des silhouettes, pas mal de techniques en fait. T'es étonnamment en fait technique pour un street photographe, parce que quand on parle de street photographie, la première image qui vient, c'est l'instant décisif façon Cartier-Bresson, c'est-à-dire être au bon endroit au bon moment et composer spontanément un truc incroyable juste sur une action sur laquelle tu viens de te positionner. Et tu es en même temps la preuve que c'est pas que ça, et en même temps tu es capable de sortir des instants purs. Est-ce que tu es plus technique? Est-ce que tu es plus instant? Comment est-ce qu'on concilie les deux en fait? Déjà, l'histoire de street photographie aujourd'hui, c'est une thématique très vaste, j'ai l'impression. Il y a plusieurs écoles. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça. Ça dépend vraiment de ce qui se présente en face de moi, dans mon cas. Donc, en fait, comme mes références, il y a plusieurs. Il y a des photographes qui travaillent plus l'ombre et lumière et d'autres plus l'instant. Donc, en fait, ça dépend vraiment. Au niveau technique, je crois que c'est en faisant. J'ai fait des photos tous les jours, ça fait longtemps. Et quand même, ça me permet encore de rater énormément, vraiment, quoi. Même Alex Webb, c'est les géants, ils disaient que c'est 99% poubelle, quoi. Donc, en fait, il faut faire. Et même André Curtis, il disait, il faut shooter. T'as appris en faisant ou t'as quand même appris avec d'autres personnes? En faisant. Je pense que c'est en ensemble parce qu'on regarde les autres et on est un peu la conséquence de tout. De tout le monde que tu as croisé, de tous ceux que tu as regardé, même du cinéma, des scènes des films, des bouquins on regarde, des dessins et tout. Et par exemple, un jour au Brésil, j'ai vu une structure qui pour moi, ça me faisait penser au tableau de Mondrian. Et donc, c'était des trucs tout abîmés. Donc, j'ai dit, c'est mon Mondrian à moi. Et l'autre jour, j'étais à Dublin et la rivière était un peu bizarre avec de l'eau un peu sale, machin. Et j'ai fait la photo et pour moi, c'était la nuit étoilée de Van Gogh. Donc, en fait, c'est des références et c'est un peu ça. Même ça, c'est aussi un mix. Mais techniquement, je pense que c'est en faisant. Et par exemple, au tout début, quand j'ai commencé à faire de la photo, il y a quelqu'un qui m'a offert, parce que j'avais pas un appareil avec un objectif qui changeait et tout.
Et j'avais un tout petit appareil au tout début. Et donc, il y avait un couple qui disait, ah non, mais on aime bien tes images. Il y avait un qui m'a donné les boîtiers et l'autre m'a donné l'objectif. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à préférer shooter en mode spot, tu vois. Parce que comme ça, je peux vraiment maîtriser un petit parti de ça et pas laisser l'appareil. Et un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui était un prof de photographie. Il m'a dit, ah, tu shootes en e-spot. Je savais même pas, ok, c'est quoi e-spot. J'ai mis ça et j'ai trouvé que c'était mieux. Ça fonctionnait, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'était en expérimentation, je crois. Tout ça. Donc, t'as moins une éducation formelle et plus de la pratique, en fait, qui t'a aidé à développer ton œil. Alors, tu as commencé à répondre, donc je vais te poser la question quand même, mais tu as commencé à y répondre un peu plus tôt. C'est comment est-ce que tu repères, en fait, ce que tu vas photographier? Tu disais, ça t'évoque des choses? Oui. Mais en fait, c'est ça. Je pense que je vais parler un truc que tout le monde parle aussi, mais c'est essayer vraiment être dans les moments, dans l'état de présence, quoi. Éveillé. Et c'est incroyable, c'est quand je sortais de la maison et je dis, ah, aujourd'hui, j'ai la carte blanche, je peux passer toute la journée en train de faire la photo. Donc, je me mettais un peu la pression, il faut que je fasse une belle photo. Ça ne marchait pas, quoi. Et souvent, par exemple, une fois, j'ai fait une belle photo, entre guillemets, c'était justement en rentrant. Genre, j'ai passé la journée entièrement dans la rue, et dans ma rue, j'ai vu quelque chose, mais en rentrant au soir, quoi. Donc, en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que j'ai ça, et on verra. Je ne me mets pas la pression, et j'essaie de trouver des choses dans la rue, et regarder, observer beaucoup, et voilà. Et parfois, la magie, elle est là, arrive. et parfois non. Oui, souvent elle n'est pas là, la magie. Souvent elle n'est pas là. Et c'est pour ça, je pense qu'on sort toujours, parce qu'on attend toujours ces moments de magie. On espère que ça va. Tu sais quand il s'est présenté tout de suite, ce moment de magie, ou tu dois attendre de voir tes images? En fait, parfois j'essaie au moment. Parfois on sent. Je sens qu'il y a quelque chose. Donc, je vais être dans la réactivité. Parfois, je parle parfois que mes meilleures images, j'ai raté. J'ai vu, mais j'étais pas prêt. Mais quand ça arrive, c'est génial. C'est génial. Et après, par exemple, je fais énormément de photos, mais que je considère vraiment des choses qui j'aime vraiment, c'est pas énormément, quoi. Il y a un petit peu. Alors, justement, quand on préparait l'épisode, tu me disais que tu as beaucoup de séries photos qui sont pas encore parues, qu'il faudrait que tu t'y mettes, et que ce qui t'arrête, c'est que tu trouves que c'est pas assez bon et que c'est toujours la prochaine série qui sera la meilleure. Ouais. Mais ça, c'est un défaut quand on parle de perfectionnisme, c'est un vrai défaut parce que je veux faire un truc super de premier coup et ça n'existait pas. Donc en fait, par exemple, je travaille sur la Foire de Trône que je trouve fascinant comme sujet. Ça fait des années que je vais là-bas et j'habite pas loin quand il y a la fête foraine ici. Donc je vais au montage, au démontage, plein vide, avec la pluie, le soleil, toutes les possibilités possibles. Donc, il y avait quelqu'un qui disait, mais ça fait presque de documentaire. Je sais pas. Oui, mais il y a certainement de quoi faire, mais c'est peut-être quelque chose qui va te prendre encore quelques années à se développer, non? Oui, peut-être. Donc, j'ai fait depuis 2012, donc peut-être je vais faire un livre avec ça. Mais donc, j'ai travaillé plusieurs thématiques, plusieurs thèmes qui, je sais pas, en dossier sur mon ordinateur. Et que j'ai fait des séries, il faut que je m'y mette. Donc t'attends le bon moment plus qu'autre chose, en fait. Mais j'ai du mal à choisir les noms de la série. Peut-être il faut vraiment, par exemple, je suis bon pour regarder les séries des autres. Oui, mais ça, on est tous bons pour ça. Ça, il n'y a pas de problème. On est toujours à regarder, à admirer ce que les autres ont fait. Ouais, donc peut-être je vais chercher quelqu'un pour être mon coach. Des fois, il faut sous-traiter ce genre de choses. Effectivement, ça peut être une solution. Ça va un regard extérieur qui va être capable de tirer la quintessence de ce que toi tu sais faire.
Mais j'ai deux amis ils ont dit un truc que je trouve très juste, c'est lancer notre série comme on veut maintenant, c'est en premier jet, on va dire. Et au fur et à mesure, on change. Même si on regarde le livre des grands photographes, parfois il y a la 12e édition et les photographes, il a changé l'ordre des photos. J'ai regardé même Exil de Kudelka, il y a trois éditions. Et ils sont un peu différentes. Il a changé un peu l'ordre des choses et tout. Donc il y a des photographes qui, maintenant avec le digital, on peut ajouter une photo via une autre. Donc en fait, il faut vraiment que j'arrête d'être feignant et le faire. Écoute, tant que c'est de la feignantise plus que du complexe, je préfère. C'est la feignantise, ça, je crois. Je préfère ça parce qu'il y a pas, je vois pas d'où peut venir le complexe. Non, c'est de la feignantise, je sur crois. Tes photos. Non, c'est bien, ça nous laisse un espoir de les voir. Pour rebondir là-dessus, parce que moi j'ai toujours cet exemple-là quand on parle de série et qu'on a cette discussion, parce que t'es pas le seul à avoir ce problème entre guillemets d'avoir des séries en cours et qui sont pas forcément publiées. Si tu prends un des derniers bouquins de Gruyère, qui est celui sur les aéroports, Harry Gruyère, il doit avoir à peu près 80 ans maintenant. Ce livre, il y a des photos qui datent des années 80. Donc, si tu veux, il n'y a pas de complexe à avoir dans le sens où c'est quand même un livre qui a démarré techniquement, même si c'était peut-être pas dans sa tête comme ça, mais ça a démarré à 40 ans en réalité et il est sorti l'an dernier. Donc finalement, des projets en cours, ça existe. Mais c'est pour ça, par exemple, là, j'essaie et je comprends, il y a des gens qui font une série sur un sujet dans une saison. Genre, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui va à la plage, il fait une série sur une semaine. Pour moi, c'est pas trop mon style parce que j'aimerais bien voir aussi avec les temps. Par exemple, la Foi de Trône, c'est les gens changent, les manèges changent, les publics changent, ils changent beaucoup de choses. Et donc, en fait, j'aimerais bien vraiment voir ça dans la durée. Évolution. Ouais. Un vrai projet de vie. On en revient je à trouve ça. que c'est... Après, j'aimerais bien vraiment poser pour débouter. mais ouais, je trouve... J'aime bien les projets à longue durée aussi. D'accord. Ouais, non, mais ça recoupe. C'est assez logique, finalement. Et comme je n'ai pas des commanditaires, c'est pas grave. Il n'y a pas un journal là qui va acheter. Il y a des gens qui aimeraient bien voir ce que ça donne. Moi, je serais très intéressé du coup de voir ça maintenant qu'on en a parlé. Oui, tout à fait. Puisqu'on parle d'image, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier et on va certainement démystifier un petit peu les mythes de la street photographie avec ça. C'est une photo que tu as fait en 2012, donc elle n'est pas toute récente, elle a 9 ans au moment où on enregistre cet épisode. C'est une femme qui bronze. Toi, tu es plus haut qu'elle tu as une espèce de parapet devant toi, donc j'imagine qu'elle est sur un niveau en dessous de toi. Et en fait, au niveau de sa tête, il y a une main et tu as pris la photo et la photo est super bien construite et vraiment belle. Enfin, elle fait se poser des questions. Donc, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de cette image. Alors, je vais pas faire genre, on n'en a pas parlé avant, mais je me posais une question justement sur à qui était cette main. Et donc, tu vas nous aider à démystifier un tout petit peu ce mythe de la street photographie qui est qu'une situation existe et on a juste à la photographier et que des fois, on n'a pas besoin de la construire en passant. Bon, en fait, tout à fait. Bon, en fait, la main, elle est la mienne. Et en fait, au tout début, c'est que j'ai shooté avec un tel objectif et il y avait beaucoup de gens qui m'y classaient un peu comme une street photographe et moi, j'ai jamais m'y classé vraiment comme une street photographe. Et donc, tout le monde disait non, mais il faut shooter plutôt avec un objectif fixe. Donc, il y avait un jour que je sortis que avec la 50 mm. En 2012, c'est là que je commençais à faire que avec des objectifs fixes. Souvent, je portais plusieurs objectifs avec moi. Et donc, j'avais la 5D Mark II, la Canon, et donc j'avais un 50 mm fixe. Et j'ai vu cette madame qui s'est bronzée en bas. J'ai vu les dessins qui étaient un peu orange, qui matchaient avec son... Sa serviette. Son assiette, là. Serviette, pardon. Et donc, au niveau colère, ça fonctionnait, mais pour moi, il manquait quelque chose et j'ai mis ma main. Ouais. Et en fait, j'ai composé justement pour les street photographes classiques, c'est bien possible qu'il va dire non, mais ça c'est posé parce que c'est ta main. Mais moi, j'ai jamais réclamé cette photo comme photo de rue. Et en fait, j'ai du mal aussi avec tous ces classements. Par exemple, il y a une photo que j'aime bien sûr, que c'est notre contexte de Kudelka qui shoot sa montre et son bras
juste avant la révolution dans la rue, et que j'utilise ça aussi comme référence souvent. Mais voilà, donc j'ai composé parce que pour moi, il méritait et j'ai caché son visage je pense qu'il y a un feu. Ouais, je crois qu'il y a un feu parce que c'est les canals Saint-Martin. Ouais, c'est ça. Il y a un feu. Ouais. Je l'ai sous les yeux là. Ouais. Et donc j'ai fait ça. Avec toute l'histoire des droits d'image, machin, que tout le monde parlait beaucoup. Oui, à l'époque, ça commençait à être problématique avec Instagram, justement, d'avoir ça. Mais du coup, ouais, la construction de l'image, c'est vrai qu'on a tendance à mystifier, à grandir et à s'imaginer de la difficulté, là où finalement, ça peut être relativement simple. Mais du coup, oui, c'est vrai que cette main, en fait, apporte tellement à la photo que c'est incroyable, en fait. Ouais, en fait, pour moi, il y avait des correspondances. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de veines qui sortent, on va dire. Donc, on voit que c'est un main d'un homme et il y a une femme en bas. Ouais. Donc, il y a ça. Il y a des couleurs orange en bas. Et même, je pense qu'il y avait un côté plutôt lilas aussi les deux premiers plans et deuxième plan. Donc, en fait, pour moi, c'était ça. Mais elle est parfaite. Même les ombres, en fait, maintenant qu'on en parle, je l'ai sous les yeux, même les ombres des barreaux de l'endroit où tu as mis ta main, en fait, fonctionnent. Tout fonctionne. Bravo. Elle est vraiment belle. J'aurais pas dû faire ce petit bruit. Avec ton accord, on la mettra dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront voir cette image-là. Dernière question de ce côté philosophie photo, c'est quoi que tu préfères faire comme image? Quelle image en fait tu voudrais qu'on retienne de toi quand tu seras vieux et que peut-être tu passeras le flambeau? En fait, il y a une image que j'ai faite que j'aime beaucoup. C'était quelqu'un qui faisait un câlin à son chien, un chien blanc à l'intérieur d'un métro de la ligne 6. Et en fait, pour moi, cette personne elle est tatouée dans la main, on voit sa main tatouée. Les chiens, il est assis dans les bancs de métro et il y a vraiment une émotion en complicité entre les chiens et son maître. Et il y a quelqu'un qui regarde aussi un peu à côté. Je vais montrer cette photo, mais c'était en 2013, je crois, et c'était une de mes photos préférées parce que déjà, c'est la ligne 6, elle est un peu colorée, les wagons. Et après, des années après que j'ai republié ça sur Instagram, il y a quelqu'un qui a tagué la personne qui était les mecs qui avaient son chien. Et je pensais, oh là là, je sais pas s'il va être content. Content. Et donc, d'ailleurs, il a dit, moi et Bahia, c'est les noms de chiens, quoi. Elle est fameuse maintenant. Et parce que aussi, il était dans une affiche. On avait exposé à Paris et il était dans une affiche, cette photo. Et donc, déjà, j'ai trouvé drôle que son chien appelle Bahia, c'est un état du Brésil. Et aussi, je pensais qu'il était quelqu'un comme les gens ils sont avec des chiens dans la rue et tout. Donc, il est tatoueur. Et pareil, j'ai montré ça à une copine à moi. Elle dit non, mais c'est interdit des chiens se mettre assis dans les bains. Je savais pas non plus. Donc déjà, il y a interdit que c'est les chiens qui sont assis, mais il y a un amour je trouve très beau. Une vraie interaction. Donc en fait, je pense que c'est une de mes photos préférées, vraiment, parce qu'il y a l'émotion, il y a la composition, et pour moi, il y a un côté esthétique bien aussi. Donc voilà. C'est rare qu'on ait un avis aussi tranché sur son propre travail. C'est bien de savoir ce qu'on aime. Cette photo, pour moi, je pense que si je peux garder une photo de ma vie, c'est là. C'est celle-là. C'est comme quoi la photo est vraiment ta vie. Si on parle côté financier, business, qui n'est pas réellement pertinent comme titre pour cette partie te concernant, puisque tu ne vis pas de la photo, mais aujourd'hui, ta source de revenus principale, c'est pas la photo, c'est ton travail de directeur artistique. Oui, tout à fait. En revanche, la photo occupe une place
très forte dans ta vie et donc toute la communication autour de la photo finalement a un impact, j'imagine, aussi sur ton travail. Tu disais qu'on t'avait parfois repéré et engagé parce qu'on avait vu tes photos. Est-ce que ça joue quand même un petit peu dans ta vie professionnelle? Ah, ça joue énormément parce que c'est, par exemple, si j'ai fait des photos de composition et tout ça, ça m'aide après, même en construction d'une affiche, la composition et vice-versa aussi, hein. Par exemple, moi, j'adore faire des photos des affiches qui sont déchirées dans la rue, parce que parfois, il y avait même des affiches en moi qui étaient déchirées, donc ça gagne une autre vie. C'est 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 super drôle. Et donc en fait, c'est les couleurs. Parfois, même quand j'ai regardé, par exemple, une gamme pour construire une affiche, parfois j'utilisais une photo à moi, qui j'avais des couleurs que je trouvais que c'était bien, donc j'ai pipé pour Oui, composer. ça fonctionne, donc tu récupères en fait ce qui Oui. fonctionne déjà. Et ça m'a déjà sauvé énormément. Par exemple, parfois j'avais besoin de faire quelque chose, je faisais la photo et après je suis passé en mode conception. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé particulièrement parce que pour moi ça fait partie des techniques, mais c'est vrai que tu as une utilisation de la couleur qui est juste extrêmement forte aussi dans tes compositions. Mm. Dès que tu vois quelque chose de coloré passer, j'ai l'impression que ça attire ton œil instantanément. C'est vrai. Pour continuer sur le côté communication, tu fais partie de 2 collectifs, donc un qui s'appelle Quando tu Flanares au Brésil et Fragment en France. Comment est-ce que ça fonctionne, un collectif? Comment est-ce que tu intègres le collectif et ça sert à quoi en fait? En fait, au tout début, j'ai participé d'un autre qui s'appelait juste Street Photographers. J'étais invité en 2010 par en français Julien Legrand. J'habitais au Brésil encore et c'est là que je pensais que peut-être j'étais un street photographe parce que je savais même pas ces termes-là. Et c'est là-bas que j'ai vu pas mal des gens, des styles différents. Donc je trouvais intéressant. Déjà, ça m'a ouvert mon esprit pour d'autres types de photographies, de la vie quotidienne. Ouais. Donc on était plusieurs, un de chaque pays. Et après, quand je suis arrivé ici, il faisait partie aussi de collectif français, Fragment, mais il a quitté les collectifs. Et aussi, avec un de photographes de ce collectif international que je participais, c'était Gustavo Minas Gomes. Il est très réputé pour les street photographies. On avait fait justement les collectifs brésiliens. Donc pour les collectifs brésiliens, je les vois pas. Ouais. c'est dur et on fait moins de choses. Mais par contre pour les collectifs français, on essaie toujours de sortir un catalogue chaque année. Donc on est dans les volumes 5 maintenant. Et on se voit régulièrement parce que la plupart sont à Paris, aux régions. Et donc c'est super intéressant. On discute. Parfois il y a quelqu'un qui fait l'édition d'une série de l'autre, ou même prête un objectif s'il y a besoin. Donc en fait c'est un groupe d'échange en fait. C'est un peu une sorte de famille, on va dire. Vous sortez ensemble faire des photos ou c'est quand même chacun de son côté? Parce que ça peut être pesant de faire des photos avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est assez rare. Et parfois oui. Mais en fait, moi personnellement, je fais pas avec les autres parce que je me vois pas en état de présence. Donc en fait, si je sors avec l'autre, je laisse l'autre faire plus de photos et moi je fais moins. Mais on se voit pour boire de bière. Ce qui est sympa, c'est une bande de potes en fait qui vont éditer un livre tous les ans avec un thème précis. Vous balancez des challenges de temps en temps ou pas? On balance sur notre Instagram. Et à chaque mois, on met en thématique. Donc les gens, on met en hashtag fragment quelque chose. Et après, on va sélectionner et on publie. D'accord. Ça, c'est les gens qui font pas partie du collectif que vous publiez. D'accord. Ouais, nous, chacun entre nous, on donne une image de la thématique, mais on fait aussi la communauté participer avec ces images. D'accord, c'est pas mal. Donc si c'est la couleur, donc tout le monde va donner une photo très colorée. Et on montre aussi des références juste avant de lancer la thématique.
on prend des photos de référence de maîtres de la photo, des gens comme on dit ce côté-là, et on balance des exemples de la thématique, et voilà. Mais c'est amusant, c'est amusant. C'est une belle famille. En termes de visibilité, en termes de légitimité, ça t'apporte quelque chose? Le fait, par exemple, qu'il y ait des publications? Bah, franchement, je ne sais pas, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du monde qui achète un catalogue. C'est rigolo. Ouais, que ta photo va faire sa vie loin de toi et que tu le sauras jamais, en Ouais. fait. Mais pareil, j'ai vendu des tirages aussi, et parfois il y a des gens qui achètent des tirages que je connais pas. Et donc pour moi, ça me fait plaisir de savoir que la photo continue quelque part. Oui, elle est lâchée dans le monde, en fait. Oui, Et, ouais, c'est et ça. tu peux pas la suivre. C'est comme un Ouais, enfant, à un moment, il faut lui lâcher la main, quoi. ouais, c'est ça. Et il y a même quelqu'un qui a acheté une fois 10 images. J'ai dit, ah, voilà, j'ai un mécénat. C'est pas mal. Ouais. Donc, il y a quand même un petit peu de revenus de la photo, mais bon, ça Ah, un reste petit très peu. secondaire. Mm. La dernière question de ce côté-là, on va pas aborder la question est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui, puisque c'est pas ton cas de ce point de vue-là. Mais par contre, la question que je me pose moi, c'est que tu as tout pour faire un bon photographe pro. Et tu restes, alors je fais des grands guillemets, tu restes amateur, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller chercher des clients en photo, alors qu'en vrai, moi je connais plein de photographes pros qui n'ont pas ton niveau technique, qui n'ont pas ton aisance, qui n'ont pas ta capacité à aller chercher des émotions et des choses comme ça. Tu pourrais tout à fait vivre de la photo, et du coup, tu ne le fais pas. Est-ce que tu pourrais peut-être... t'as vraiment envie de garder cette liberté, de ne pas avoir de commanditaire et de compte à rendre? En fait, pour moi, j'ai un projet. Un jour, j'aimerais bien faire en groupe des discussions, on va dire, qu'on va discuter les photos un des autres, on va parler des styles, des émotions, de tout ça. Ouais. Au niveau photo en soi, pour moi, je suis ouvert. Je crois que je pourrais le faire. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas. Comme j'étais déjà dans la direction artistique, j'ai continué avec ça. J'aime ça aussi. Donc, je n'ai pas parti vraiment pour faire de la photo pro. Mais en tout cas, je parlais au tout début avec un directeur de création et qui avait regardé mes images et un peu mes premiers projets en direction artistique. Et il a donné un conseil que je garde pour moi. Il a dit, mais peu importe les schémas que tu vas choisir entre être photographe pro au directeur artistique, garde cette côté de faire de la photo pour soi. Et parce que je pense que c'est important. La plupart des gens que je connais, qui sont des artistes et tout, il y a des commandes, mais ils essayent de faire quelque chose à côté pour soi-même, qui n'a pas vraiment contrainte. C'est Et, hyper important. et comme ça, on garde la liberté. Et voilà, même si même si tout le monde n'aime pas, voilà, je veux faire ça. Et je crois que même si je vais faire du travail pro, je crois que je vais continuer à être De toute amateur façon, aussi. amateur aussi. Mais c'est très important parce que c'est à ça que tu vois que tu aimes vraiment ce que tu fais, je pense. Mm. C'est que finalement, même s'il n'y a pas de logique d'argent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perd quand on devient photographe professionnel. Après 10 ans, où tous les 2-3 jours, tu dois faire un boulot pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu continues à faire de la photo dans ton temps libre? C'est une vraie question, en fait. Et c'est un vrai signe de la direction dans laquelle tu es en train de partir, en fait. Si tu es lassé de la photo parce que c'est ton métier, il faut peut-être te reposer une question sur la manière dont tu fais de la photo, en fait. Ouais. Moi, je l'ai eu, ce questionnement, il y a quelques temps. Et la réponse a fait que ce podcast existe, que je suis reparti sur d'autres choses. Mais c'est assez... je pense que c'est assez révélateur de ton amour réel de la photo, le fait que tu ailles en faire pour toi et sans pression et sans obligation et sans résultat, en fait, à Ouais, fournir derrière. je crois que la pression que j'aimais, c'est juste être la meilleure version de moi, on va dire. Est-ce que j'arrive à me dépasser? C'est un terme bizarre. On peut pas se dépasser, mais pousser un peu notre limite, on va dire. Repousser un peu le mur. Ouais, pousser un peu les murs. Et parfois ça fonctionne, parfois non. Mais c'est ça, c'est continuer. C'est continuer. Et j'avais peur, justement. Est-ce que si je fais la photo pro, est-ce que je vais être fatigué? Par exemple, j'ai un ami que, quand il sort, comme il est photographe tout le temps, il dit, mais je veux plus avoir même appareil
en face de moi. Et moi, c'est dommage. J'ai dit, c'est dommage. Et donc, je sais pas, je veux garder ça. Je trouve que c'est important pour moi. Moi, j'avais cette période à un moment où je refusais de prendre des appareils photos sur les événements des autres parce que je savais qu'on allait me considérer comme le photographe. Et en fait, le truc, je crois, c'est d'accepter que les photos que tu vas faire dans ces moments-là, elles sont pour toi, elles sont pas pour les autres. C'est aujourd'hui comme toi, moi j'ai un appareil photo tout le temps avec moi. D'ailleurs, ça fait toujours parler, mais c'est assez important en fait de savoir en fait pour qui tu fais ces photos-là. Et à un moment, tout ce qui n'est pas payé, ça doit être pour toi. Ça doit pas être pour rendre service, ça doit pas être pour dépanner. Ça doit être que pour toi. Et si ça fonctionne, je pense que tu es sur la bonne voie. Ah, et il y a des choses aussi que je trouve intéressantes. Par exemple, là, je sors même pour acheter du pain, je porte mon appareil photo. Donc, en fait, je pense que les quartiers imaginent que je suis quelqu'un de hyper space, quoi. Hyper bizarre. Et en fait, mais les trucs intéressants, c'est que souvent, j'ai croisé des gens qui disent, ah, j'ai vu une photo et j'ai pensé à toi. Et la photo elle était comme ci, elle était comme ça. Pour moi, c'est un sacré cadeau quand la personne dit ça. Pas parce qu'elle a pensé à moi, mais parce que d'une manière, j'ai l'incité à regarder quelque chose qui peut-être était inaperçu, je sais pas. Ouais. Donc en fait, j'ai dit, mais là, tu as fait la photo, même si tu n'as pas déclenché un bouton. Tu as vu la photo. Ouais. Et ça, je trouve super cool. J'aime bien ça. Et quand je sors aussi au bois de Vincennes, souvent maintenant avec Covid, je sors toujours à côté, c'était au bois de Vincennes, et on commence à regarder les gens. Il y a des habitués. Donc il y a toujours un monsieur qui pousse son père en fauteuil roulant. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais, il est là-bas. Il y a l'autre qui joue toujours avec les canards. Et je commençais à dire à ma femme, mais ce monsieur, il est toujours là. Et l'autre, il est toujours là aussi. Et elle a dit, oui, mais peut-être il parle la même chose que toi. Il y a toujours ce monsieur-là avec la caméra. Ouais. C'est rigolo ce que tu vois. Je racontais cette histoire il n'y a pas longtemps. En décembre, j'ai eu un couple qui se mariait, donc avec le Covid, les mariages reportés. En décembre, il y a une petite fenêtre de tir où ils avaient la possibilité de se marier à la mairie et de faire un petit verre sur une place juste à côté. Donc à la mairie, dans le 3e ou 4e arrondissement de Paris, 3e je crois. Et donc moi, quand je fais un mariage comme ça, comme on a peu de temps, c'est assez serré et tout, j'arrive une petite heure avant, je repère 2-3 endroits pour faire la photo de couple. Je vais au mariage, comme ça les photos de couple elles prennent 15 minutes et puis on peut aller après derrière, je les sépare pas de leurs invités trop longtemps. Et donc normalement j'arrive et tu repères en 15-20 minutes et puis après tu as une petite demi-heure et tu vas boire un café. Sauf qu'en décembre tous les cafés étaient fermés. Et que donc mon option pour passer le temps c'était le parc en face de la mairie, de marcher dedans ou de me poser sur un banc. Et donc je me suis posé en face de la mairie pendant pratiquement une demi-heure et tu te rends compte en fait que c'est les mêmes personnes qui tournent en rond autour de cet endroit. Il y a un vieux monsieur qui allait et qui venait. Je l'ai pris en photo, je dois avoir les photos, je ne pense pas que je les ai sorties sur mon Insta, mais il allait, il venait. En fait, tu voyais les mêmes gens passer, tourner en rond et faire leur vie. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu te poses à un endroit avec un appareil photo, tu réalises en fait que la vie est très monotone, en vrai, qu'il se passe toujours à peu près les mêmes choses, que ça se répète et que les gens, finalement, ont un rayon d'action très limité, surtout en ce moment. Non, mais c'est marrant parce que quand tu as raconté ton expérience, ça m'a fait penser au film, tu sais, les shows des Truman Show. Ouais. Tu sais, les shows de oui, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. C'est des acteurs qui... tu vois le replay comme ça du truc. Enfin, c'est fou, quoi. C'est de réaliser, en fait, que si tu regardes pas les choses, tu te rends pas compte de ça. Non, mais en fait, c'est ça. C'est aussi l'état de présence quand on est photographe. Déjà, on est attentif, je crois, aux les actions et tout. Et même un jour, j'étais au bois de Vincennes et il y avait quelqu'un qui posait son bébé dans la poussette et il regardait son portable. Il y avait un monsieur qui faisait qui balayait là les feuilles mortes, machin, et il regardait aussi son portable. Il y avait un couple dans les bancs qui regardait son portable. Et moi, j'ai regardé les bébés, les bébés regardaient les canards. Et il y avait un moment où j'ai dit, mais il n'y a que moi, et les bébés et les canards là, qui est présent, quoi.
qui est présent dans tous les autres, ils essayent c'est barré dans une réalité virtuelle. Tu vois, c'est une des choses que j'attends le plus, avec le plus d'impatience, c'est que les montres deviennent des téléphones. Parce que le jour où tu as un écran de montre, tu peux plus surfer dessus et tu n'as plus besoin d'avoir un téléphone dans ta poche, et ben je pense que le monde ira beaucoup, beaucoup mieux. Bizarrement. Ouais, mais bon, ouais. Pour la photo des rues, c'est vrai que les smartphones, c'est un peu embêtant parce que tout le monde est tout le temps, tout le temps en train de regarder par terre et je dis mais j'aimerais bien, regarde-moi. Je suis en train d'essayer de travailler autour de ça et de trouver une solution justement par rapport à ça. Et je l'ai peut-être trouvé, donc ce sera une surprise. Faut suivre mon Instagram pour voir si je l'ai trouvé. On croise les doigts. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière de photographe? Je crois que les pires moments, c'était un peu ces périodes Covid, quoi. Parce que j'étais un peu enragé. Je sais pas s'il y a un moment pire, vraiment. Je crois que c'était plutôt ça. Ah oui, au des moments, par exemple, qui avec une mauvaise manip, j'ai perdu 3 mois de photos tous les jours. C'est horrible. Ouais. Ça, c'est horrible parce que pour moi, c'est la mémoire. Et comme c'est un projet de long terme, ça m'a fait vraiment chier. Mais en même temps, j'essaie de recouper les images. J'ai trouvé les images tout tronquées. Et donc, ça va être une série des images tronquées. Elles existent encore, mais sous une forme différente, en fait. Ouais, en forme différente. Ça fait un peu Mondrian. Il y a plusieurs barreaux noirs avec plusieurs cadres lilas moches. Ça fait partie de ces choses-là. C'est Arguerre qui photographiait sa télé avec les distorsions. Pourquoi pas. Mais c'est ça. En fait, je n'ai pas eu vraiment un moment pire, je crois, à part ça. D'accord. Il n'y a jamais personne qui t'a attaqué dans la rue parce que tu as pris la photo? On peut, mais en fait, j'arrive toujours à expliquer ma démarche. Souvent, je montre des images d'avant pour montrer que c'est pas personnel. Ouais. Ou je montre mon Instagram. Si ça, la personne est contre, j'efface, ça n'a pas de problème. Il y a tout le monde des possibilités. Après, c'est vrai que ça casse un peu mon état d'esprit. pour reprendre. Ça te sort du flow quelque part. Parce que pour reprendre, et parce que je veux pas faire de mal. Je veux juste prendre registre des choses qui me font plaisir, mais que je trouve beau, c'est intéressant. Mais globalement, ça va. C'est marrant parce qu'en France, à Paris, j'ai eu plus de problèmes qu'à São Paulo. À São Paulo, j'avais plus peur d'être braqué, vraiment. Oui, il y a des armes. Mais à Paris, souvent, parfois, les gens, ils s'y trouvaient, peut-être comme si j'avais fait du mal. Mais j'explique toujours et je suis toujours en contact. Maintenant, je shoot avec 35 mm au 24. Je suis toujours au contact. La plupart du temps proche. Et ça va. Le français est râleur de toute façon. Faut l'accepter, surtout le parisien. Après, une fois que je commence à parler, déjà, je pense que parce que je suis brésilien, il y a l'accent, donc peut-être je me passe un peu comme touriste. Ouais. Mais normalement, ça passe bien. La personne voit que je suis pas, je fais pas. T'as pas de mauvaise intention, quoi. Non. Bien au contraire. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment. En fait, c'est. Je crois que à chaque fois que je sors un catalogue, c'est des bons moments. Ouais. Et je peux raconter 2-3 photos qui quand j'ai fait, j'étais hyper content. Donc pour moi, c'est pas un moment de la carrière parce que je participe pas des concours photos, j'ai fait pas les buzz, mais il y a une photo que j'ai shootée en face de la Villette, qu'il y avait une madame qui prenait le soleil, il y avait pas mal de moutons qui passaient en face de la géode. Et comme je suis amoureux de Pink Floyd, pour moi, c'était une pochette Pink Floyd en live, en vrai, dans ma vie, quoi. Un truc très surréaliste. Et donc, je pense que j'étais content d'avoir fait ça. Donc, juste parce que c'est mes héros et. Faudra qu'on la publie dans les. Ouais, Celle-là, du coup, j'ai vraiment envie de la voir. Dernière question de l'épisode. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Je ne sais pas si je peux faire un peu le népotisme. Qui tu veux. La seule contrainte, c'est de parler français. Oui, je crois que les gens de collectif, ils sont super intéressants pour discuter. Il y a une fille qui vient de Paris qui s'appelle Safia Delta. Elle est très intéressante pour sa démarche de photo aussi. Elle est prof d'anglais et a fait de la photo. Et il y a un pote qui s'appelle Patrick Sagne.
et que lui, il fait des photos avec la chambre, il fait de la street, il fait de corpo, il fait pas mal de choses. Et c'est quelqu'un vraiment cool aussi, qui a pas mal d'histoires à raconter, je crois. Sur un vrai regard. Mais il y a pas mal, je pense que tu peux appeler tous. Ah, mais c'est de toute façon, il y en a, je vais pas te mentir, il y en a quelques-uns de fragments qui sont déjà sur ma liste. Après, j'essaye de varier un petit peu puisque l'idée reste de varier les spécialités Bien aussi sûr, et de pas enchaîner que des photographes de mariage, que des photographes de street, que des photographes de paysage. Mais sur fragments, à peu près tout le monde est sur ma Il y liste. a à un long terme. autre aussi c'est Philippe Xavier, il est brésilien, il habite à Paris, il fait des photos de couples aussi, des touristes, toujours. D'accord. Il gagne sa vie avec ça. Donc, je peux donner aussi je vais enregistrer, je vais noter tout ça et puis on discutera hors antenne pour entrer en contact avec tout le monde. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, hein? Je crois que pour l'instant, c'est que Flickr, parce que j'ai gardé Flickr depuis 2006, je crois. Ah, c'est toi? Oui. C'est toi l'utilisateur Je qui s'accroche à Flickr. Parce que c'est là-bas que j'ai commencé à publier, donc c'était les premiers feedbacks. Je savais même pas si mes images avaient quelque chose à raconter. Mais c'est bien la constance sur ce genre de choses. Ouais, j'ai gardé. Mais maintenant, ça coûte cher, je le trouve. Avant, il était même gratuit, je crois. Et Instagram. Donc, c'est Fabio Fagou sur les deux. Sur Flickr je mettrai les liens. Tu n'as pas encore de site internet au moment où on enregistre, mais on a bon espoir que ça revienne assez rapidement. Je mettrai de toute façon tous les liens, puis je mettrai à jour le jour où ton site est de retour. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. C'était génial de parler avec toi. C'était très intéressant. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de sortir faire des photos ensemble un de ces jours. On n'est pas très très loin finalement. Ah, c'est vrai. Ah, non, mais merci vraiment beaucoup pour m'inviter et j'espère que je n'ai pas trop parlé de bêtises. C'était passionnant. Merci Fabio. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.